Sujet suivant. Alors, dans le programme officiel, le sujet suivant, le titre, c'est « Les entreprises agricoles de femmes sénégalaises et le développement durable ». Vous allez me dire c'est un peu restrictif, vous avez raison. C'est un des exemples de l'exposé qui va vous être présenté sur une nouvelle manière d'investir pour une agriculture durable, investissement du nord vers le sud. Et pour introduire cette séquence, je vais vous proposer une vidéo qui fait à peu près 3 minutes et qui va nous reposer un peu après les moments que nous venons de vivre. Comment fonctionne Livelihood? On en reparle tout à l'heure avec Bernard Giraud et pour le moment on part au Guatemala. Ça dure 3 minutes. Le Guatemala, un pays tropical d'Amérique centrale, connu pour sa beauté et ses richesses naturelles. Sur la côte caribéenne se trouve l'une des plus importantes réserves naturelles de biodiversité, la montagne du Cerro San Gil. Dans la langue traditionnelle des Mayas, Guatemala signifie la terre des forêts infinies. Mais aujourd'hui, le paysage a changé radicalement. 60% de la forêt a été détruite principalement à cause de l'agriculture intensive et de l'élevage de bétail. Cette dégradation de l'environnement a entraîné la destruction des ressources naturelles et l'appauvrissement des communautés locales qui vivent de la terre. Pour tenter de mettre fin à ce désastre, le fonds d'investissement Livelihoods, en partenariat avec l'ONG Fundaeco et le gouvernement guatémaltèque, mène un grand programme de reforestation. L'objectif, planter 5 millions d'arbres. Il faut travailler simultanément la conservation de la nature et le développement communautaire durable. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Ici, les paysans pratiquent la monoculture. C'est faire pousser une seule variété de plantation dans un champ, ce qui érode les sols. Pour rétablir la fertilité des terres, Fundaeco apprend aux paysans les principes de l'agroforesterie. Une technique qui consiste à planter des arbres et des plantes dans un même champ pour diversifier les récoltes. Le principe de l'agroforesterie est de cultiver à la fois pour se nourrir et également pour la vente. Ici, par exemple, l'EVA, l'arbre à caoutchouc, a été planté en plein champ de maïs. Je suis sûr que ces projets-là, ça va changer leur vie. Ça va changer leur vie parce qu'ils sont habitués à travailler avec du maïs, du manioc. Et l'EVA, ça va apporter beaucoup plus par surface qu'ils ont aujourd'hui. Toutes les plantes sont fournies gratuitement aux paysans. Elles sont cultivées dans des pépinières communautaires comme celle-ci. Les 11 pépinières mises en place par Fundaeco ont permis de créer des emplois locaux. C'est super parce qu'on travaille tous en groupe. Les hommes avec les femmes. On est tous égaux. Dans ce village maya, les familles ont planté des arbres offerts par Livelihoods il y a 1 an et demi. Comme Catalina et Andrés qui ont 8 enfants. Je suis heureux car mes EVA poussent bien. Ils sont si grands. Peut-être que je ne serai pas le principal bénéficiaire de tout cela, et je ne sais pas quand Dieu m'ôtera la vie, mais c'est pour mes enfants que je travaille maintenant. Le projet Livelihoods prévoit de planter 5 millions d'arbres en 20 ans. Ces arbres vont séquestrer 2 millions de tonnes d'émissions carbone. Mais ce projet permettra aussi d'améliorer les conditions de vie de milliers de petits exploitants guatémaltèques et de leurs familles. Voilà. J'ai le plaisir d'accueillir et d'appeler Bernard Giraud. Je ne sais pas où il est d'ailleurs. Oui. Ah voilà. Bien, on n'a pas eu le temps de se croiser tout à l'heure. Voilà, bienvenue. Bernard Giraud est le cofondateur et le président de Livelihoods. Il va nous expliquer ce que c'est dans quelques instants. Vous avez également dirigé
le secteur du développement durable et de la responsabilité sociale d'un grand groupe de l'agroalimentaire, c'est Danone. Donc Livelihoods, c'est intéressant de vous proposer cet exposé en fin de session parce qu'il ouvre la voie sur certaines solutions qui pourraient permettre à l'agriculture dont on parlait tout à l'heure, à l'homme qu'on évoquait également, de se développer au sud, mieux qu'il ne le fait aujourd'hui. C'est un fonds, c'est de l'investissement, c'est pas de l'assistanat, et c'est pour ça que ce modèle économique et social, sans oublier l'environnement, nous intéresse aussi. Bernard, c'est à vous. Je peux peut-être parler de là ou qu'est-ce qui est le Oui, mieux si vous voulez, bien sûr. Oui, oui. Oui. Voilà. Je ne sais pas si c'est si facile que ça après l'exposé que nous venons d'avoir. Daniel Naum m'avait dit, il y a plusieurs années que Daniel me dit, il faudrait que tu viennes parler aux rencontres d'Arbois, et donc je m'en faisais une image plutôt austère, et je vois que c'est à la fois de très haut niveau et en même temps très très sympathique. Et moi je vais descendre des étoiles pour vous parler de choses qui sont vraiment très proches de la Terre, comme vous l'avez vu dans ce film. En fait, moi, je viens du secteur privé, donc je n'appartiens à aucune académie. Je n'ai pas encore eu, même pas l'ordre du mérite. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Mais on essaie, avec un certain nombre d'entreprises, mais aussi d'ONG, de raccorder un certain nombre de fils. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. En fait, on est parti d'un constat assez simple, c'est que l'humanité va passer de 7 à 9 milliards de personnes et que les besoins alimentaires vont doubler dans les années qui viennent. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a plus de gens, mais aussi parce qu'il y a de nouvelles puissances économiques, il y a davantage de gens qui ont plus de moyens et leur alimentation change. Et aussi parce que ce que produit l'agriculture n'est pas utilisé uniquement pour nourrir les gens. Et cela, il va falloir le faire avec des ressources naturelles qui sont finalement relativement limitées. Qu'il s'agisse de l'eau, du carbone ou de la biodiversité. Donc comment on arrive à résoudre cette équation? Et nous, on s'est intéressé surtout à ceux qui sont toujours absents, ou pratiquement absents, on en parle très peu, mais qui sont encore très nombreux et qui jouent un rôle important, à savoir les petits paysans. Ils sont encore 500 millions à la surface de la Terre, et ces 500 millions de paysans, sans faire de bruit, ils apportent finalement la majeure partie des besoins alimentaires. 70% de l'alimentation mondiale est fournie par des petits producteurs dans le monde. Et en même temps, paradoxalement, ils sont à la fois les plus pauvres, et quand on regarde ceux qui souffrent de malnutrition, les 2/3 des gens qui souffrent de malnutrition sont précisément des paysans. Donc il y a une espèce de paradoxe de notre histoire, c'est que ceux qui sont censés nourrir les hommes n'arrivent pas à nourrir leur famille correctement. Et en même temps, ce monde bouge. Je suis frappé, je suis arrivé ce matin d'Inde, et on fait un grand projet dans un état d'Inde qui s'appelle Andhra Pradesh, avec les tribus Adivasi, de voir maintenant les gens des zones tribales d'Inde équipés avec des téléphones mobiles. Et je vois les paysans du Kenya qui font des transferts d'argent, ils n'ont pas de compte en banque, mais ils font des transferts d'argent avec le M-Pesa, le système de transfert d'argent téléphonique. Les femmes s'organisent. Nous avons organisé il y a un mois au Burkina Faso un grand rassemblement d'organisations paysannes. J'ai été frappé de voir la puissance des leaders féminins et en même temps la scolarité progresse. Donc finalement ça n'est pas un monde inerte, ça n'est pas un monde du passé, c'est un monde qui est en train de bouger. Alors il y a ce monde-là, et puis il y a de l'autre côté des acteurs qui sont par exemple des grandes entreprises. Moi j'ai été le vice-président en charge du développement durable du groupe Danone. Le groupe Danone, c'est 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Ça veut dire qu'on achète beaucoup de lait. On achète du lait à des centaines de milliers de petits producteurs un peu partout dans le monde, des petits, des moyens et quelques grosses fermes, mais beaucoup de petits. Et c'est vrai pour beaucoup de groupes alimentaires. Quand vous buvez votre thé le matin ou votre café, ça ne vient pas de grandes plantations. La plupart du temps, ça vient de petits producteurs. Alors au fond, il y a d'un côté ces entreprises qui ont des usines, il y a les villes, il y a les États, il y a les ONG, et puis il y a tous ces petits paysans. Et quand on regarde les flux financiers, depuis 30 ans, il y a eu très peu d'investissements dans la petite agriculture. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Le petit paysan, il est pauvre, on ne sait pas s'il va rembourser, et puis c'est compliqué de prêter à des milliers de petits paysans. Donc finalement, on fait ça avec des subventions, et ces subventions, elles ne sont pas si importantes que ça quand on regarde les grands flux financiers depuis de l'aide au développement de ces dernières années.
Et donc on s'est interrogé sur est-ce qu'il était possible de créer des passerelles entre ces mondes? Est-ce qu'il était possible de développer des modèles économiques qui n'étaient pas des modèles qui rendent les gens dépendants, c'est-à-dire des modèles économiques d'autonomie des paysans? Et est-ce qu'on pouvait trouver des modèles qui recherchent un équilibre entre plus de productivité, parce qu'il va bien falloir produire plus. Au Kenya, où nous travaillons sur un projet, la moyenne de production par vache laitière, c'est 3 litres par jour. Donc, je veux dire, il y a vraiment un sujet qui est d'augmenter la productivité, le rendement à l'hectare. Comment le faire en améliorant la condition sociale des producteurs, c'est-à-dire le revenu, mais pas seulement le revenu. Les questions culturelles sont vraiment au cœur de tout ça. Et comment le faire avec une utilisation durable des ressources naturelles. Et donc c'était ça un peu notre point de départ. Et on a commencé à travailler avec un fonds carbone en partant d'un constat tout simple. C'est que nos entreprises, qui sont des grosses entreprises, émettent beaucoup. Bon, il ne faut pas trop non plus noircir le tableau. Elles émettent, mais pas plus que nous dans nos vies quotidiennes. Moi, je suis venu de Paris tout à l'heure, j'ai participé tout à fait à ça, à la tendance mondiale. Mais finalement, ces entreprises, elles réduisent. Je me souviens que lorsque j'ai commencé en 2008 le grand plan de réduction carbone de Danone, nous nous étions fixé une réduction de 30% de nos émissions sur l'ensemble de nos usines, nos transports, nos emballages, etc. Et on a dépassé, donc c'est possible de réduire. Cela étant, on était content d'avoir réduit de 30% en 4 ans, on était très fiers de notre résultat, mais il en restait, vous allez me dire, 70%. Et entre-temps, le groupe a continué à croître. Et c'est vrai pour toutes les entreprises. Donc il y a bien d'un côté un mouvement nécessaire pour l'ensemble des institutions, qu'il s'agisse d'institutions publiques ou privées, mais aussi des individus, de changer nos modes de production et nos modes de consommation. Mais au final, il y a aussi une possibilité toute simple, qui est qu'il y a des écosystèmes naturels qui, eux, stockent du carbone, et que précisément ces modèles qui stockent du carbone, ce sont des modèles dont dépendent la pauvreté ou la moindre pauvreté des communautés paysannes dont je parlais. On déforeste l'équivalent chaque année de la graisse dans le monde. On érode, on détruit les sols à peu près à la même proportion chaque année, par des mauvaises pratiques agricoles de toutes sortes. Les paysans que vous avez vus ici, dans ce film, c'est très très simple. La montagne qui est au-dessus, qui s'appelle le Cerro San Gil, est une magnifique réserve de biodiversité au Guatemala. Les tribus Quechí, qui sont une des branches du peuple maya qui habite au pied de cette montagne, ont été poussés là par l'immigration, par les guerres, par la colonisation, par les guerres civiles qui sont récentes au Guatemala. Et comme ils sont très pauvres, eh bien, ils ont tendance, évidemment, comme ils ont peu de moyens, à faire une culture très extensive. Donc ils prennent de plus en plus d'espace et ils défrichent, ils détruisent progressivement cette espèce de réserve magnifique de biodiversité. Si on déploie des techniques comme celles que vous avez vues dans le film, on peut facilement multiplier par 2, par 3, voire par 5, et le fait qu'on réduise la pauvreté. Et on a raisonné à partir de ce constat, en créant un fonds qu'on a tout simplement créé sous forme d'une SICAV, comme vous avez des SICAV, vous mettez vos économies pour votre retraite dans une SICAV. Nous, on s'est simplement mis, non pas entre particuliers, mais entre entreprises. Et on a créé un fonds ouvert. Alors au début, les gens nous regardaient un petit peu comme des fous. On a dit, on va commencer, puis on verra. Alors, on a commencé au Sénégal. Au Sénégal, toutes les mangroves ont été détruites, en Casamance et dans le Siné Saloum, pour des tas de raisons. Il y a des raisons humaines, il y a aussi eu des raisons climatiques, il y a eu des grandes sécheresses il y a un certain nombre d'années, mais il y a eu beaucoup de raisons humaines. Et les paysans nous disaient, nous, nos grands-pères pêchaient là, maintenant il n'y a plus de poissons, évidemment, parce que la mangrove, c'est la base de la reproduction du poisson, des crustacés, des huîtres, etc. Et ce qui nous a frappé, c'est qu'il y avait dans cette région de Casamance et du Sénégal une organisation dirigé par un grand leader qui s'appelle Haïdar El Ali, qui est devenu d'ailleurs ministre de l'écologie du Sénégal, mais qui était tout simplement un plongeur sous-marin. Et lui, il avait imaginé un système très simple pour replanter la mangrove. Et quand je l'ai vu la première fois, il m'a montré ce qu'il avait fait en mobilisant simplement la population.
Et nous avons cru dans cette organisation, nous avons cru dans ce personnage et dans son groupe. Et en 5 ans, nous avons reconstitué 10 000 hectares de mangroves. C'est la surface de Paris. Il y a près de 100 millions de palétuviers qui ont été plantés par les gens eux-mêmes. Et aujourd'hui, les rizières de Casamance qui étaient abandonnées à cause de la salinité, la boue salée qui envahit les rizières lorsque les palétuviers ne font plus leur travail de filtration, aujourd'hui, les paysans commencent à remettre en culture les rizières. J'y étais il n'y a pas longtemps et j'ai pu voir ce travail et c'était vraiment extraordinaire. Et le poisson revient. En faisant ça, on séquestre à peu près 1 million de tonnes de carbone. Et les entreprises qui ont mis de l'argent dans le fonds, elles ont tout simplement récupéré cet argent sous forme de crédit carbone. Mais les bénéfices sont entièrement pour les communautés rurales. Donc finalement, les entreprises peuvent réduire à travers les technologies, à travers une autre manière de produire. Elles peuvent aussi compenser pour une partie, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas déplacer des marchandises transformées sans utiliser de l'énergie, sans émissions. Peut-être que ça viendra un jour. J'ai écouté attentivement l'exposé précédent, donc j'espère qu'un jour, on va pouvoir produire autrement, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et donc, les mangroves de Casamance, finalement, sans faire de bruit, elles font 2 choses. Elles séquestrent le carbone qui est dans l'atmosphère, donc elles contribuent au ralentissement du réchauffement climatique, et elles améliorent fondamentalement la vie des gens qui vivent du poisson, qui vivent des crustacés et qui vivent des rizières. À partir de cette équation toute simple, on a vu qu'il était possible de faire de grands projets parce que nous pensons une chose, c'est que les entreprises ne sont pas très bonnes pour faire des choses petites. Ne demandez pas à une grande entreprise de faire ce que fait une petite ONG qui connaît très bien le terrain. En revanche, ce que sait faire l'entreprise, c'est souvent de l'échelle. Alors, elles ne le font pas toujours très bien. Souvent, on peut se plaindre des mastodontes que sont les entreprises. Mais en tout cas, cette manière d'industrialiser le processus a donné des résultats. Et donc, on a reconstitué cette procédure en Inde, dans les Sundarbans, dans le grand delta du Gange. On est en train de reconstituer les mangroves qui ont été détruites par le tsunami entre Aceh et Medan, à Sumatra. On a commencé à distribuer des foyers améliorés qui baissent de moitié la consommation de bois. Et vous savez que pour les femmes africaines, par exemple, le bois, c'est 98% de la consommation d'énergie. Et les femmes passent des heures à ramasser le bois. Et comme il y a de moins en moins de bois, au Sahel, par exemple, j'étais dans un village récemment où on me disait que c'est 5 km en moyenne, à pied, la distance pour aller chercher le bois tous les jours. Donc vous voyez ce que ça représente pour les femmes, mais surtout les petites filles, qui souvent, au lieu d'aller à l'école, vont ramasser le bois. Donc si on améliore tout simplement les choses par une technologie appropriée, toute simple, la fabrication d'un foyer amélioré, on réduit de moitié. Donc finalement, il y a des systèmes relativement simples qui sont mis en œuvre par les communautés paysannes elles-mêmes, qui permettent d'améliorer les choses et de les améliorer durablement. Et de l'autre côté, on peut investir de l'argent avec un retour. Parce que si je suis une grande entreprise et je fais de la philanthropie c'est le truc. Je gagne de l'argent, je ne regarde pas trop la manière dont je gagne cet argent, et puis quand j'ai bien gagné de l'argent, je fais la charité, je donne de l'argent à ceux qui en ont besoin. Mais il y a une autre manière de prendre le problème qui me semble plus moderne, c'est de se dire comment ce que je fais à travers mon métier peut concourir à résoudre le problème social et environnemental. Donc, si par exemple je suis une entreprise alimentaire, qu'est-ce que je produis qui a un impact à la fois positif socialement et environnementalement, mais également sur la santé publique, par exemple. Donc à ce moment-là, on n'est plus dans la philanthropie ou la charité, on est dans l'articulation entre des intérêts business et des intérêts qu'on pourrait nommer sociétaux. Et à partir de ce premier exemple, qui marche bien, on a actuellement 10 entreprises dans ce premier fonds. Donc vous avez vu Michelin dans le film, il y a les gens du Crédit Agricole, il y a les Allemands de SAP, il y a toutes sortes de gens, donc d'entreprises différentes, qui se sont réunis ensemble. Nous décidons ensemble les projets et nous travaillons toujours avec d'autres acteurs. Les projets sont toujours mis en œuvre, non pas par des entreprises, mais par des acteurs de la société civile, en liaison avec des gouvernements locaux, lorsque les gouvernements le souhaitent. Donc ça n'est pas une opposition entre une logique qui serait celle des ONG et une logique qui serait celle des entreprises. C'est comment on peut contribuer à des coalitions d'acteurs. Et à partir de là,
nous avons décidé d'aller plus loin. Et début février, nous avons annoncé la création d'un deuxième fonds Livelihoods. Donc Livelihoods, c'est un mot un peu barbare qui veut juste dire... il n'y a pas de traduction sympathique en français. Parce qu'en français, on va dire c'est gagne-pain. Mais le Livelihoods en anglais, c'est beaucoup plus. C'est vraiment l'écosystème. C'est ce qui permet de vivre. C'est vraiment les moyens d'existence au sens large. Ce deuxième fonds Livelihoods, nous l'avons baptisé le fonds Livelihoods pour l'agriculture familiale. Pourquoi ? Parce que nous voulons faire bouger les chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, il y a deux approches. La première, c'est de traiter la question par la certification. C'est-à-dire, c'est pas bien d'acheter de l'huile de palme, un produit avec de l'huile de palme qui a été produit par des gens qui ont déforesté. C'est sûr que c'est mieux d'acheter de l'huile de palme qui est certifiée, on appelle ça RSPO, c'est-à-dire qui n'a pas été faite sur des terres déforestées qu'une qui l'a été. D'accord. Mais si je suis un petit paysan avec 5 enfants et je gagne $1,50 par jour, est-ce que ça m'aide beaucoup qu'une grande entreprise occidentale, européenne ou asiatique, d'ailleurs peu importe, me dit « Ah non, on ne t'achètera pas ton truc parce que toi, ceux qu'on a vus dans le film, on peut leur dire « Non, on ne vous achète pas vos trucs parce que vous avez déforesté. » Mais le vrai sujet, c'est pas ça. C'est comment on peut aider à ce que ces gens-là produisent de l'huile de palme ou du caoutchouc, peu importe, ou du café ou autre chose, à la fois en produisant des cultures vivrières pour nourrir leur propre communauté, mais également pour mieux vivre. Donc, au fond, la question, c'est de trouver des solutions. Et j'aimais bien la conclusion de mon prédécesseur, qui disait « Soyons optimistes ». Enfin, en tout cas, arrêtons d'être pessimistes. Nous avons aujourd'hui des ingrédients pour faire bouger les choses. Au Kenya, où nous regardons ce grand projet avec des petits paysans, 30 000 petits producteurs, on est au-dessus du lac Victoria. Le lac Victoria est en grande difficulté parce qu'il y a une grande densité humaine tout autour. Vous avez l'Ouganda, tous les pays qui sont autour du lac Victoria. Grosse pression humaine. Le niveau des eaux baisse. L'érosion sur les versants qui sont tout autour est forte. Ces paysans ont en moyenne 1 hectare. Donc les 30 000 paysans dont je parle occupent 25 000 hectares, donc c'est très très petit. Mais s'ils quittent ces terres, ils vont aller à Nairobi grossir les bidonvilles. Compte tenu de la démographie kenyane, on ne va pas pouvoir créer d'emplois urbains pour tous les jeunes qui sont actuellement dans ces pays. On a déployé avec une ONG un modèle qui est un modèle d'agroforesterie qui permet de doubler ou de tripler la production de ces petits producteurs, avec des choses très simples. Au lieu de faire de la production à nu, sur les sols à nu, comme on a vu ici dans le film, c'est un système d'agroforesterie intelligent qui nécessite essentiellement de la formation, pas beaucoup de capitaux, très peu de capitaux, et on l'a vu se déployer déjà sur 25 000 petits producteurs. Donc, on va appliquer ce modèle sur un grand bassin qui s'appelle le mont Elgon, une montagne qui est à la frontière du Kenya et de l'Ouganda. Et avec ce modèle, on va pouvoir augmenter la production de lait, entre autres. On va à peu près passer de 10 à 15 000 litres par jour de collecte sur cette zone à 150 000 litres en 5 ans. On a donc prévu de multiplier par 10 la production laitière. Vous voyez ce que ça peut faire comme revenu pour les producteurs. Comment ? Tout simplement en nourrissant correctement les animaux, en faisant des croisements génétiques à partir de races locales, toutes sortes de choses qu'on sait aujourd'hui assez bien maîtriser, mais qui sont très peu mises en œuvre parce que les paysans n'ont juste pas l'accès à ces technologies simples. Et donc il s'agit de financer des gens qui vont pouvoir apporter cette connaissance pour que les paysans se les approprient, non pas pour les mettre dans des amphithéâtres, mais tout simplement en déployant ce qui a été fait d'ailleurs dans nos pays depuis des années. Et en faisant ça, on a un impact sur le lac en bas, puisque en reforestant, on arrête une partie de l'érosion. Et ce projet, dans lequel nous allons investir à peu près 5 à 6 millions d'euros, c'est quand même pas rien, eh bien il va avoir un retour financier. Pour le paysan d'abord, mais aussi pour le fonds qui va investir. Parce que l'entreprise qui va acheter le lait, eh bien elle est bénéficiaire. Donc la chaîne alimentaire, et elle va acheter du lait qui est produit dans des conditions durables et des conditions sociales acceptables. Les gouvernements qui sont autour du lac vont non pas investir 5 millions, mais investir peut-être 1,5 million. Donc finalement, on a un modèle où chaque partie prenante
d'un écosystème vivrier paie sa part. Parce que, au fond, on a tous bien vécu de ne pas monétiser les richesses naturelles. Les camions ne paient pas pour le carbone, et on a vu quand on veut leur faire payer, ça pose quelques problèmes. On ne paie pas pour l'eau. L'érosion du lac Victoria, qui paie pour cela? Personne. Donc au final, c'est ça qui n'est pas durable. Et donc notre modèle est simple. Nous réunissons des fonds qui viennent plutôt du secteur privé, mais aussi, pourquoi pas, du secteur public. Nous avons déjà 2 grands investisseurs dans ce fonds, le groupe américain Mars et le groupe Danone, et d'autres vont entrer dans ce fonds. C'est un fonds ouvert. Et l'idée, c'est que ces entreprises transforment leur manière de produire. Et qu'elles le fassent en étant motivées parce qu'il y a un retour sur investissement. Non pas qu'elles veulent faire de l'argent avec ce fonds, mais c'est que si vous investissez 20 millions dans un fonds, c'est quand même plus intelligent qu'au bout de 5 ans ou 10 ans, vous ayez récupéré ces 20 millions pour pouvoir les utiliser avec d'autres que de l'argent qui est donné sous forme de subvention et qui est en général perdu. Donc le modèle de l'investissement a un mérite, c'est que lorsque vous investissez dans un projet et que vous savez que vous devez rendre cet argent, vous structurez votre projet d'une manière assez différente. J'en sais quelque chose puisque je préside ce fonds Livelihood, et lorsque je viens devant le comité d'investissement, si nous avons investi beaucoup d'argent dans un projet que ça ne marche pas, par exemple nous avons eu un cyclone récemment dans une des régions d'Inde où nous avons un projet, évidemment vous n'êtes pas du tout dans la même situation. Si vous dites bon, c'est de l'argent qui a été donné, bon c'est dommage, on a perdu. Non, nous sommes engagés sur 20 ans. Nous signons des contrats sur 20 ans ou sur 10 ans selon les cas. Et donc nous savons que ce carbone ou ces richesses laitières ou ces richesses en eau, elles vont se séquestrer, elles vont s'améliorer progressivement. Donc nous déboursons aujourd'hui, mais nous avons un retour très lent, et ce retour, il se fera au fur et à mesure que l'écosystème devient plus robuste et que les paysans sont plus en état de produire davantage avec des ressources naturelles qui se sont améliorées parce que, par exemple, il y a davantage de matière organique dans le sol. Matière organique, c'est du carbone, et c'est ce qu'on mesure. Et donc, en mesurant les pratiques agricoles, on mesure finalement l'intensification carbone du système agricole en question. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. C'était plutôt un message d'espoir pour dire que, effectivement, on présente ces communautés paysannes souvent dans des situations un peu de désespoir. On en parle d'ailleurs en général très peu. On n'en parle que quand il y a des crises, quand il y a une famine ou quand il y a un truc épouvantable. Et là, vous avez les ONG qui lancent des appels au public pour vraiment qu'on vienne en aide à telle ou telle région, et elles ont raison de le faire. Mais comment est-ce qu'on peut agir ensemble, non pas en silo, en disant le secteur privé, ça c'est pas bien parce que c'est l'argent, les ONG, le public, les gouvernements du Nord, les gouvernements du Sud, comment on peut créer des coalitions d'acteurs, mais des coalitions contractuelles? Car ce que nous avons mis en place, c'est un système contractuel. C'est-à-dire, oui, nous investissons, mais vous vous engagez, vous, gouvernement, à payer la formation des femmes. Nous mettrons l'argent au début, mais vous allez payer lorsque nous ferons cette formation. Nous faisons. Au Guatemala, le gouvernement avait un fonds de reforestation. Ce fonds, il était magnifique. Il marche très bien. Il a juste un défaut, il marche que pour les riches. Pourquoi? Parce que c'est un fonds de remboursement. Donc le gouvernement rembourse ceux qui ont replanté les arbres. Donc qui a les moyens d'investir pour planter des millions d'arbres? Les grands planteurs, pas les communautés comme celles que vous avez vues. Donc nous avons dit au gouvernement, mais il n'y a pas de problème. Nous allons investir, nous allons prendre le risque. Nous mettrons l'argent, à condition que vous payez lorsque vous payez une contribution, une petite partie, 40% quand même, lorsque les paysans auront effectivement planté. Et c'est ce qui se passe. Donc il est tout à fait possible de trouver des modèles de coalition, à la fois financiers, mais aussi sociaux et environnementaux, entre le public et le privé. Ça n'est pas une opposition entre les deux, à condition qu'on soit clair sur les finalités. Si la finalité de l'entreprise était uniquement de faire plus de profit en achetant le lait des paysans le moins cher possible, évidemment, à ce moment-là, on n'aura plus l'objectif social qu'on s'était fixé. Si le gouvernement tire tout de son côté et ne s'intéresse pas à l'aspect économique, l'entreprise va dire « moi, ça ne m'intéresse plus et donc je ne m'en occupe plus ». Donc il faut arriver à trouver le bon point d'équilibre entre les intérêts des uns et des autres. C'est tout simplement la philosophie de cette démarche. Voilà, je vais m'arrêter là.